âge avez-vous aujourd'hui? Michel Rocher, j'ai 89 ans, du 11 septembre. Claude Perrotin, 83 ans, depuis le mois de mars. Ramon Laborda, j'ai 88 ans, du 25 mai. Priou Yvon, j'ai 82 ans le fin décembre. Alors aujourd'hui, on célèbre le 60e anniversaire de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie. De nombreux acteurs de cette guerre ont disparu dans les deux camps, en Algérie comme en France. Nous allons sensiblement passer dans les années qui viennent de la mémoire vive, la mémoire vivante, avec des témoins, et rentrer progressivement dans l'histoire. Alors bien sûr, c'est une occasion à ne pas manquer de réfléchir sur ce que fut réellement cette guerre qui en France a mis beaucoup de temps, n'a pas dit son nom. On a parlé de maintien de l'ordre en Algérie, avant de pouvoir dire officiellement c'était une guerre. Les derniers témoins sont encore là, nous avons la chance de pouvoir les entendre, de susciter leurs témoignages. C'est très précieux parce qu'ils vont bientôt rentrer dans la nuit des temps. La guerre d'Algérie est le dénominateur commun de tous ces témoins, mais chaque expérience qu'ils ont vécue, sur le terrain, est une vérité multiple. Entre le même appelé du contingent et le militaire de carrière, on rentre dans cette alimentation de la guerre qui va compter du côté français des combattants engagés à hauteur sur toute la guerre de un peu plus d'1 700 000, composés essentiellement d'appelés, plus de 1 300 000 militaires du contingent appelés, 407 000 militaires engagés, entre le partisan de l'Algérie française et puis celui de l'indépendance de l'Algérie, entre le combattant harki et le combattant du FLN. Enfin, vous voyez que je pourrais multiplier comme une liste à la Prévert tous ces témoignages qui sont autant de points de vue, autant de vérités. À quelle date et dans quelles conditions avez-vous été envoyé en Algérie? Quel était alors votre âge? J'ai devancé l'appel et puis j'ai témoigné sport de combat et je suis parti en Algérie en mars 56. Moi, je suis parti à l'âge de 21 ans, parce que j'étais d'origine espagnole. Le temps de la naturalisation, ça m'a décalé d'1 an. Et je suis parti donc en 56, 1er juillet 56, à Brive-la-Gaillarde, pour les classes. Je suis parti à 20 ans, et on m'a appelé. J'étais dans la vie active, je travaillais à l'usine, je faisais du sport, et j'ai reçu ma feuille direction Alger, le 5 mai 1959. Moi j'ai fait mes classes à Tours, j'ai rentré le 3 janvier 61 et après je suis parti en Algérie le 13 mai 61. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières impressions lors de votre arrivée en Algérie? J'ai débarqué à Oran. On nous a emmenés du côté de Sidi Bel Abbès, Nemours, dans l'Oranais. Et après une première patrouille à l'intérieur, dans une plantation, un monsieur à cheval avec un grand chapeau est venu nous foutre dehors en nous disant qu'on n'était pas venu de France pour manger ses oranges. Me voilà-t-il pas un 9 novembre, arrivé à Philippeville. Ça s'appelle plus Philippeville maintenant. À Philippeville, et on est reçu, les dames nous donnaient des gâteaux, une fleur. Le 11 novembre arrive avec un soleil splendide, et bien me voilà au club Méditerranée. Une impression vraiment formidable.
c'était pour le maintien de l'ordre. On est reçu comme des papes. Ben mon Dieu, que ça continue comme ça. Alors moi, je suis arrivé un petit peu en retard parce que je voulais pas partir en Algérie. Je voulais pas. Ça a duré 5-6 jours. Je faisais du sport en plein, j'étais dans mon sport. Et puis j'ai été obligé de partir. Premier rassemblement, c'était à Bordeaux. Deuxième rassemblement de Bordeaux à Marseille. Et Marseille, le bateau. Et on arrivait à Alger. Ville formidable, belle ville. C'est une très belle ville, Alger. Très belle ville. Arrivé au port, je me suis fait fâcher. On m'a dit, t'es un déserteur, t'es un déserteur. J'avais 5-6 jours de retard. Ma foi, tout s'est arrangé. Et j'ai pris en route mes classes. Je suis arrivé à Philippeville, d'abord. Philippeville, c'était pareil, un comité d'accueil était là. Fallait être en rang, fallait faire attention. Il y avait les camions qui étaient plus loin, direction les camions. À direction la gare, après à direction Constantine, direction les Aurès. Et dans les Aurès, ils m'ont emmené dans l'endroit où la guerre avait débuté. Et là-bas, c'était complètement le Djebel, il y avait complètement un pays perdu, moi, d'abord, quand j'arrivais là-bas. Quelle était votre unité en Algérie? S'agissait-il d'une unité opérationnelle ou d'une unité support? Alors moi, je suis en Algérie, après je suis parti au Maroc avec le bataillon. Comme j'étais moniteur de sport, je suis rentré dans l'armée royale marocaine. Et j'ai rengagé pour retrouver mes copains en Kabylie, en Algérie, au 28e BCA, à Sidi Aïch, au-dessus de Bougie, dans le Constantinois. J'étais muté pour monter en grade et j'ai refusé. J'ai refusé. Je voulais dans la 2e batterie pour le maintien de l'ordre à Alger. Et nous étions sur la route qui amenait tout le matériel qu'avait besoin l'armée, Oran, Djeli et Philippeville. Et nous avons donc pris le convoi. Et c'est là où je me suis aperçu qu'au bout de 12 km, on nous tirait dessus. Alors c'était plus la réception que nous avions eue le 11 novembre à Philippeville. De ce fait, une des personnes s'est fait tuer qui protégeait la route. S'est donc fait tuer et je m'étais promis dans ma tête, si c'est ça le maintien de l'ordre, jamais je ne voudrais donner une ordre pour que quelqu'un aille se faire tuer. Et j'ai donc été muté au 10e bataillon de chasseurs à pied, à la 3e compagnie, qui a servi surtout toute l'année 56-57 à garder la route ouverte pour que les convois passent en direction de la côte méditerranéenne. On m'a versé dans une compagnie opérationnelle. Alors c'était tous les jours l'opération, les opérations. Il fallait marcher. Les oreilles, c'est tellement vaste. Il y a des montagnes de chaque côté, puis nous on était au milieu. Mais alors il fallait partir 10 heures de marche avant d'arriver au sommet d'une montagne. Tous les mois, il fallait changer la paire de patogras pour voir, vous voyez. C'était usé dessous la semelle. Puis alors on ne pouvait plus se cramponner tellement en descendant ou en montant, on ne pouvait pas se cramponner. Alors, presque tous les mois, il fallait changer de chaussures. Moi j'étais 2e classe, hein. J'ai passé pourtant le CA1 à Tours, là, pendant les 4 mois de classe avant de partir. Mais quand j'arrivais là-bas, tout le monde était déjà, il y avait déjà 20 mois qu'ils étaient là-bas, c'était eux qui commandaient, nos copains. Hein. Et puis moi, j'allais pas commander des gars qui étaient plus forts que moi à la marche, hein, ou un truc comme ça, tu vois. Et puis bon, j'ai resté 2e classe parce que je m'étais promis de ramener ma peau. Hein. Le reste, on verra après. Hein. Ben moi, je suis resté 1re classe, en fait, c'est une distinction. Mais nous avons surtout été, toute l'année 56, fin 56 et jusqu'au mois de mai 57, éclaireur de pointe qu'on appelait. J'étais soi-disant bon tireur ici à Brive. Et notre destin était, puisque vous êtes bon tireur, vous allez être devant. Et on était une douzaine de personnes
qui ouvrions la route, c'est-à-dire que l'on partait devant pour que ceux qui venaient derrière ne soient pas embêtés. Et on se trouvait face à face avec les gens du FLN, des gens qui voulaient mettre des mines. Et nous étions évidemment les premiers visés également, puisque nous étions devant. À la suite de quoi cette ouverture de route se faisait, nous partions le soir vers 9h, on traversait un oued, c'est-à-dire qu'on avait de l'eau jusqu'au ventre, nos fusils et nos bardas au-dessus de notre tête. Et une fois passé de l'autre côté, on se rhabillait. Et pendant toute la nuit, jusqu'à temps que le convoi qui venait de Oran aille à Philippeville passe, quelquefois il était 9h, 9h30, on était à garder la route. Après quelques mois, je suis passé caporal, brigadier, on appelle ça. Et ensuite, à la fin de mon service militaire, 2-3 mois de la libération, on m'a mis caporal-chef. J'ai jamais commandé personne, hein, je peux vous le dire. Bon, moi je suis arrivé en Kabylie au 28e BCA comme sergent. On m'a mis tout de suite comme adjoint au chef de section, 30 bonhommes. Et comme j'avais été au Maroc, mon capitaine m'a dit, tu parles arabe. Non, parce que dans l'armée royale marocaine, dans les écoles, ils parlaient mieux français que moi. C'était des gars qui avaient leur brevet, moi j'avais que le certificat d'études. Hein. Et c'était des types qui étaient formidables. Bon, et puis, mais je voulais pas rester, je voulais rejoindre mes gars en Algérie, mes copains de service militaire. C'est comme ça que je suis retourné là-bas. Et donc j'ai monté une arca avec des Kabyles. Alors c'était des gens qui étaient venus se mettre sous notre protection, ou parce qu'ils avaient eu de la famille qui avait été égorgée, parce qu'ils ne voulaient pas payer les fels, etc. Et j'ai commencé à les entraîner et tout. Et seulement le problème, c'est qu'il fallait que j'ai 23 harkis pour être homologués, pour qu'ils soient payés. Autrement, on n'était payé que par jour d'opération. Et on n'avait pas le droit de dépasser les 15 jours par mois. Et ça a continué comme ça. J'ai réussi à avoir une belle harka de 23 harkis. Pour vous, sur le plan moral et physique, qu'est-ce qui était le plus difficile à supporter durant cette guerre? La soif, hein. La soif dans les oreilles, hein. Moi qui étais grand buveur, hein. C'était de la soif. Le reste, c'était dur, mais comme on était habitué à la dure, un agriculteur, on était habitué un peu à la dure quand même. Hein. C'était la soif, moi. Moi, c'est qu'est-ce qu'on a été faire ici? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Je pense que la préparation que nous avions fait en France pour partir faire du maintien de l'ordre en Algérie n'avait pas été comprise par les gens qui nous les ont appris. Je suis arrivé là-bas où un monde complètement différent, où on n'avait pas le droit de toucher aux femmes, les femmes étaient voilées, les hommes avaient droit de vie et de mort sur les femmes. J'ai rencontré des foyers en opération où franchement je ne vois pas pourquoi nous avons tout brûlé après notre départ, alors que ces braves gens, ils ne nous avaient rien fait de mal à nous en tout cas. Alors, moi, ma plus grande déception, comme j'étais en ville à Alger, donc j'étais avec les civils, j'étais même assez souvent en civil quand je ne travaillais pas. Et ma plus grande déception, ça a été quand le général de Gaulle a commencé à parler d'indépendance, enfin pas tout à fait le mot. Là, les Français n'étaient pas d'accord. Et les Français d'Algérie. Et j'ai été déçu par leur comportement qui peut être compréhensible, parce que quand on vit là-bas, on ne veut pas partir. Alors voilà. Et là, j'ai vécu une guerre franco-française, entre Français, en Algérie, où on était
censé de faire du maintien de l'ordre, de combattre les révolutionnaires, le FLN qu'on appelait ça, les Arabes qui voulaient leur indépendance. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai plus connu la guerre franco-française. Vous vous rendez compte? Ah bah, le plus difficile, c'était toujours de penser qu'il fallait ramener tous ces bonhommes. Il n'y a que ça qui m'a tenu pendant 3 ans de guerre, où j'ai combattu journellement avec mes appelés. En 3 ans de combat, j'ai eu qu'un mort. Et c'est celui-là qui m'est resté toute ma vie. Et c'était un petit Français, FSNA. Vous savez pas ce que c'est, FSNA? Eh ben, c'est un Français de souche nord-africaine. Sur sa carte d'identité, c'est français, mais FSNA, de souche nord-africaine. C'est la différence. Et ce petit soldat, il était français, il était arabe. Et il se battait avec moi. Je le commandais, il aurait risqué sa vie pour moi. Et moi, eh ben, je voulais qu'il revienne en vie. Et c'était 3 mois avant presque l'indépendance, oui, enfin, vers la fin. C'est le seul mort que j'ai eu parmi mes gars. Et tout ça parce qu'il m'a obéi. On a donné l'assaut contre des Félagas. Et ça a été le seul mort. Autrement, j'ai ramené toujours mes gars au poste. Quelle fut pour vous l'expérience la plus triste et la plus marquante de votre passage en Algérie? Dans les monts du Haut-de-Nain, je pars avec Marc. On n'était pas encore homologués. Mais Arki était habillé avec de la récupération, des treillis, ils étaient en civil, n'importe quoi. Tous en fusil de chasse. Et avec moi qui avait un pistolet mitrailleur, avec des chargeurs. De récupération. C'était pas un PM homologué. Parce que s'il m'avait fait la peau pour partir au fel, il ne prenait pas une arme homologuée. Et on a été dans le Haut-de-Nain, et je suis descendu, il y avait des compagnies qui étaient sur les hauteurs, et nous, on a, dans un oued, à sec, avec des cailloux et tout, et on est tombé sur les Félagas. Et au résultat, bah, moi, il fallait que je tire et que mes gars rechargent leurs fusils de chasse, et ainsi de suite. Résultat des courses, on a tué 6 rebelles, récupéré 2 armes, et comme mes gars n'étaient pas habillés, et que c'était des gens, des jeunes, qui venaient sûrement de Tunisie, avec des beaux treillis, je les ai fait récupérer les treillis et les pattes au gaz. Quand je suis arrivé en bas, le colonel m'a passé un savon. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette bande de va-nu-pieds, là, vous récupérez les... Ben, je dis oui, parce que la France, elle n'est pas capable de me donner des treillis. Avez-vous été blessé durant la guerre d'Algérie? Si oui, quelles furent les circonstances et la nature de cette ou de ces blessures? Ouais, ben, j'ai été blessé parce que, bon, j'étais jeune, je commandais, et puis, bon, quand on est monté dans les hélicoptères, parce que c'était le gros bazar, j'ai fait monter mon radio, parce qu'il avait un gros poste sur le dos, je l'ai fait monter en premier dans l'hélicoptère, la banane, c'était une grosse banane. Et il a été au fond. Et j'ai fait monter tous mes gars, et je suis monté en dernier. Et donc j'ai sauté en premier, au combat. Tous mes gars m'ont suivi, mais l'hélicoptère, il repartait. Et mon radio, il n'a pas sauté. Je me suis trouvé sans radio, et j'ai fait comme un bleu. Il y avait les fels qui nous tiraient dessus derrière des cailloux et tout. J'ai donné l'assaut, j'étais le premier blessé. Et alors c'est là que, en courant, quoi, j'avais une carabine. Et puis il y a un type qui s'est levé derrière la murette, là, à peu près comme d'ici. Oh j'ai eu de la chance, comme d'ici la bibliothèque, tu vois. Et alors ça a fait balle. Les chevrotines n'ont pas été partout. Ils ont tapé juste dans la crosse de ma carabine et dans ma jambe. C'est pour ça que j'en ai encore 2 dans la jambe, avec ce fusil. Et puis mes gars, mes petits soldats, eh ben, ils l'ont tué, ils en ont tué d'autres et tout. Et puis, je ne sais pas s'ils ont tué celui qui m'avait filé une rafale, je ne sais pas. Et puis alors, ils ont récupéré le fusil. Alors c'est un fusil, tu vois, à broche, avec des cartouches à broche, tu vois. Et quand c'est ça qui tape sur la broche pour faire péter la cartouche, tu vois. Alors il y a des chevrotines, dans celle-là, il devait y en avoir 9, je crois, tout. Et puis, mais il y en avait qui avaient été blessés plus gravement que moi, parce que les chevrotines étaient liées avec un tout petit fil
d'acier, tu sais, genre fil de frein. Il y a plein de fils dans les freins de vélo, là. Eh bien, ils ouvraient la chevrotine, ils faisaient passer les fils entre les chevrotines, et alors, quand ça faisait balle, et puis le gars qui recevait ça, bah, il avait la moitié de l'épaule arrachée, ou il en avait un coup dans le ventre. Moi, j'ai eu de la chance, il n'y avait que des chevrotines dedans, qui n'étaient pas liées. Alors moi, rien. Non, beaucoup de chance, parce que le maintien de l'ordre à Alger, c'était c'était une guerre de bombes, c'était des bombes. On ne savait pas. Donc, la chance, c'est quand une bombe explosait dans la rue, le magasin tombait, et puis les morts, moi, j'ai vécu, ben, c'était la chance. C'est la chance de ne pas se trouver là. J'ai été 1 an et demi éclaireur de pointe, donc face à des armes, à des gens armés. Je ne me suis pas fait blesser, rien du tout à ce moment-là. J'ai été muté pour un problème d'audition. Je n'entendais pas suffisamment lorsque je montais la garde la nuit s'il y avait quelque chose. J'ai été muté à l'armement et l'habillement de la compagnie, de la 3e compagnie des chasseurs à pied. De ce fait, un soir, ils ont voulu attaquer la soute à munitions et j'en avais donc la responsabilité. Je tapais à la machine la consommation de munitions. 3 balles ont traversé la tôle ondulée de la toiture et se sont fichées au-dessus de ma tête. Quand j'ai vu ça, j'ai donc quitté pour aller à la soute à munitions au cas où les copains qui étaient attaqués de l'autre côté aient besoin d'armes. Et en passant devant une porte comme ça, une balle a explosé dans la porte et m'est rentrée dans moi dans l'autre sens, raccrochée. Et elle est rentrée dans moi à l'envers. Ici. À l'envers, si bien que le crochet que fait cette balle m'a détérioré le nerf sciatique gauche. L'ensemble de la balle est passé par le bassin, vous savez comment c'est fait un bassin, et l'a coupé en 2. Et j'ai même des petits éclats qui manquent ici, à l'intérieur du bassin. Et elle est sortie dans les parties génitales. Oui, la chance, je l'ai eu toujours là-bas. J'ai eu même une baraka, on appelle ça, je ne sais pas. J'ai passé à côté plusieurs fois. Hein. Je me suis fait tirer par mon copain qui montait la garde. Je vais pour le remplacer. Et puis lui, il était trouillard un petit peu. Il avait armé son PA. Et puis il dormait, sans doute. Il avait le soir, il aimait bien les bières un peu. Et puis ça a arrosé le mur, tac, 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 autour de moi. Pas de mal. Après, le 15 juin, mon capitaine me dit Priou, allez, hop, on ne trouve pas le chauffeur, il faut aller à Alger. Alors nous, on a parti à Alger. Et à Alger, j'étais tout seul, moi, pour garder la Jeep. Et puis, ça a été long, là, sa réunion. Il remonte dans sa Jeep, on s'en va, on retourne à la caserne à Guillotteville. On n'entend pas la radio, parce qu'on avait la radio quand même, qui nous aidait bien là-bas. La mairie d'Alger vient de sauter. C'était où qu'on était avant. Il y a eu 40 morts quand même. Vous voyez, il fallait avoir la baraka. Hein. Quels ont été les meilleurs moments que vous avez partagés en Algérie? J'ai passé un moment dans la palmeraie de Biskra l'été 1958, où franchement, moi qui suis d'origine espagnole, là, le soleil qui me brûlait le dos, que je sais bien. J'ai passé un bon moment. En plus, on avait sympathisé, moi j'avais sympathisé avec le maire de la commune de Sidi Oghba, et de ce fait, j'allais prendre le thé 2 fois par semaine chez lui. Alors, c'est pas le thé de France, hein, je veux mieux vous dire. Voilà, il y a eu du bon, il y a eu ce moment de bon qui a duré à peu près 3 mois, mais ça a été bon à prendre. Mes meilleurs moments, c'était quand je pouvais me mettre en civil. C'était pas des permissions, on pourrait appeler ça une permission. Et puis, hop, je prenais mon maillot, mon collant, prenais mon vélo et je partais.
Et à ça, c'était formidable. Alors, je partais à Alger, Blida, je tournais. Et quand je rentrais, les copains, où t'as été? Bah, j'ai été faire le tour là-bas. Mais t'es con! Mais tu te rends compte? Il y a eu un attentat, il y a un camion qui a sauté. Oui, j'ai rien vu, moi. J'ai passé un bon moment. C'était formidable. C'était... Voilà. Le sport m'a sauvé mon moral. Ah, les meilleurs moments, oh, bah, il y en a beaucoup. Hein. À chaque fois qu'on rentre, qu'on rentre tous ensemble au poste, on boit la bière, on se saoule presque avec ceux qui ne sont pas partis. Et puis ben, on est là, on est content parce qu'on est vivant, c'est tout. Et puis aussi les bons moments, ben, c'est quand même d'aller en permission quand même, hein, parce que ça arrive. Et puis encore le meilleur moment, eh ben, c'est quand je connais ma femme au cours d'une permission de mon deuxième séjour en Algérie. Parce que moi, je suis revenu en 62. Il y a des bons moments tout le temps. De se retrouver avec de se serrer dans les bras, de chialer, parce que bah, y a des blessés quand même. Mais d'être tous ensemble. Voilà, c'est les meilleurs moments, ça. Aviez-vous des contacts avec les populations locales, qu'il s'agisse des Algériens musulmans ou des pieds noirs? Si oui, quelle était la nature de ces contacts? Bah, la nature, c'était d'homme à homme, où ils nous recevaient difficilement. Hein, et après, quand j'étais avec mes harkis, on parlait un petit peu, mais par banalité, quoi. Les pieds noirs, je ne connais pas. J'en ai jamais connu, j'en ai jamais côtoyé. Alors moi, à Alger, pendant 28 mois, j'ai été en contact avec la population arabe et française et pieds noirs. Je traversais la Casbah, on m'engueulait, qu'est-ce que t'as été foutre là-bas? J'adorais me balader dans la Casbah pour voir comment ils vivaient. J'avais un gros problème, parce que sur la fin, j'avais pas de très bon rapport, j'aimais pas trop les Français d'Algérie, et mon meilleur copain, c'était un Français d'Algérie. Mon meilleur copain, que j'ai revu bien après, c'était un sportif. Bien sûr, il était Algérie française, bien sûr, et voilà. Je n'ai pas réussi à comprendre la population qui se cachait à chaque fois qu'on passait devant chez eux. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir que la population avait peur de nous, ou nous fuyait. Mais c'est vrai que j'ai fait également... La population arabe. Arabe, oui, bien sûr, de là-bas. Hein. Moi, j'ai jamais eu de contact avec les civils, hein, là-bas, en Algérie, jamais. Dans les restes, pas du tout. Il y a simplement à l'indépendance, enfin le 15 juin 62, que j'ai eu des contacts avec des infirmières de l'infirmerie provisoire de la LN. À l'époque, saviez-vous que la torture était pratiquée par les militaires français contre les membres du FLN? Le cas échéant, qu'est-ce que vous en pensiez? Dans la deuxième année, où j'étais à Biskra, j'allais ravitailler un poste isolé, qu'on appelle. C'est-à-dire un poste en plein Sahara, il y avait 4 maisons, dont la grande pièce, il n'y avait pas de toiture au-dessus, c'est vrai qu'il pleuvait jamais là-bas. Et j'arrive à dire comment se fait-il que les personnes sont autour de cette maison. Alors le capitaine, il dit, bah, attends, on va rentrer, on verra bien ce qui s'y passe. Alors effectivement, il y avait dans cette grande maison, la maison c'est 4 murs, hein, pas de plafond, rien du tout. Il y avait de tendu une corde d'un bout à l'autre dans le milieu de dehors, en quelque sorte, mais à l'intérieur du mur. Et accroché au milieu, il y avait une gourde, c'est-à-dire une peau de chèvre remplie d'eau. Il y avait au sol un Algérien qui avait les bras croisés, attachés derrière le dos. Il était à genoux et tombait devant lui, goutte à goutte, l'eau qui était accrochée au plafond. Cette goutte
ne tombait pas toute seule n'importe comment. Ils avaient mis un plateau de cuivre d'une bonne dimension comme ça, et l'eau tombait à peu près de 2 mètres. À 2 mètres, la goutte sur le cuivre. Et on ne lui donnait pas à boire. Vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance que ça peut donner à quelqu'un qui n'a pas à boire, la résonance seulement de la goutte d'eau sur ce cuivre. Alors moi j'ai trouvé que ça c'était de la torture. Après, ça m'est arrivé une fois, moi, le jour de l'embuscade, j'avais tiré là, puis que le copain avait été blessé, on a ramené au poste, on a ramené le gardien d'un troupeau de moutons. On l'a ramené dans un troupeau. Je sais que le matin, quand je l'ai vu, moi j'ai dit, tiens, il y a bien eu quelque chose là, parce qu'il n'était pas dans son état trop normal. Hein. En Kabylie, tu sais, il y a des grands oueds, c'est de la montagne, c'est les chênes-lièges, c'est de la forêt partout. On entend crier. Dans un village de l'autre côté qui n'était pas encore évacué, c'était au premier séjour. Et avec Merki, on entend crier, on ne peut pas y aller parce qu'il fait nuit. Plutôt que de descendre et de remonter où il fallait 1 heure de marche, on fait le tour, on arrive par le haut du village. Et on tombe sur quelques hommes qui sont en train de creuser des tombes. Il y avait 2 gosses, le crâne fracassé, des femmes éventrées et les hommes égorgés. Le FLN était passé, et comme il y en avait qui ne voulaient pas payer, ou qui nous avaient parlé, ou qui nous avaient payé le café quand on est passé, ils les avaient massacrés. Et alors là j'avais envie de tuer, et même de les faire parler, les gens du village. Parce que les gens du village qui étaient encore vivants, ils savaient qu'est-ce qui avait fait ça. Et ça aurait donné quoi? S'ils avaient parlé, c'était à leur tour d'être tués. Alors donc, la torture, j'étais contre. J'aurais préféré donner une balle dans la tête plutôt que de torturer. Ça, j'étais contre. Et quand on a appris qu'à Alger, il y avait eu la torture pour les bombes qui étaient placées partout et tout, là, comme il disait, là, il y a eu de la torture. C'est vrai. Mais peut-être, je suis contre, mais peut-être que ça a sauvé la vie des gosses et des femmes qui attendaient l'écart. Oui, c'est ce que les grands chefs de l'armée disaient, que la torture pouvait éviter peut-être des crimes. Voilà, moi je sais pas. Mais c'est vrai qu'à Alger, j'ai vu, je n'ai pas vu vraiment la torture, mais je savais qu'on avait un site dehors, dans Alger même, qui s'appelait le site Fort-l'Empereur, où il y avait des caves, et l'armée a torturé. Là, ça, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas dans la cave, mais dehors, j'ai vu sortir de la cave des gens qui avaient été torturés. Voilà, la torture, je l'ai vu, c'est épouvantable. Alors, la torture, en temps de guerre, ça se fait des deux côtés. Des deux côtés. Le FLN. Alors, à la différence, le FLN qui arrivait à choper des militaires français, prisonniers, oui, ils étaient torturés, ils les abattaient parce que, tu le sais certainement mieux que moi, que le FLN ne pouvait pas garder des prisonniers parce que le FLN bougeait beaucoup dans la montagne. Et c'était très difficile pour eux, quand ils faisaient un prisonnier militaire français, c'était très difficile de le garder parce qu'il fallait l'emmener. Le FLN, il bougeait dans la montagne. C'était un fardeau. Il bougeait. Moi, c'est ce que les copains me disaient quand ils rentraient. Voilà. Mais la torture, c'est épouvantable, mais ça existe toujours. Et ça existe toujours. Toujours. Aujourd'hui même. En Ukraine, ça existe. Étiez-vous encore en Algérie au moment du putsch des généraux? Le cas échéant, comment avez-vous vécu cet événement? Et moi, c'était au 2e séjour. J'étais en poste isolé, avec des appelés, mais des appelés musulmans, des petits arabes, des FSNA, et des petits appelés français, qui venaient de France. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On demande,
au capitaine, quel côté vous êtes? Parce que tous les transistors étaient allumés. Et bien il dit, moi j'obéis à notre chef de corps, notre colonel, un commandant qui commande le bataillon. Le commandant, lui, a dit, moi j'obéis à mon général, Sétif. Et le général a dit, moi j'obéis à l'État français. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, moi j'étais vraiment de cœur, comme mes autres officiers et sous-officiers, du côté du putsch, je le dis franchement, mais on a suivi notre ordre hiérarchique, tu vois. Ça n'a pas empêché que quelques jours après, les commandos V15 de Châles, les commandos de l'air, que vous avez dû entendre parler, un matin, branle-bas de combat dans mon poste, la sentinelle me dit, il y a des militaires qui arrivent. Non, il y avait un militaire, c'était un adjudant, les mains en l'air, sans armes, qui vient se présenter à mon poste. Je le reçois, et il était avec un commando, une trentaine d'hommes, avec armes et bagages. Ils avaient quitté 16-21, le PC Artois, et ils partaient, parce qu'ils étaient du côté du punch. D'accord? Bon, alors, moi, surpris, et ça faisait 2 jours qu'ils n'avaient pas bouffé. Un coup de radio à mon capitaine, et je lui dis, voilà, j'ai des gars qui arrivent là. Ah, il me dit, tu leur donnes à manger, je t'envoie des bourricots, parce que j'avais pas de route. C'était des mulets qui nous montaient à manger. Je t'envoie du ravitaillement pour 48 heures, des rations. Tu ne donnes pas de munitions. On les a fait rentrer avec les appelés, qui étaient contre le punch. Ils ont fraternisé, ils ont échangé les insignes, ils sont restés 2 jours, ils ont mangé et tout, ils sont repartis. J'ai essayé de les convaincre qu'ils se rendent à notre bataillon. Bah, il allait aller en tôle, ou il allait aux arrêts, et non. Et l'adjudant, il est parti avec ses gars et tout, en forêt, et on n'a plus jamais entendu de nouvelles. Alors moi, le putsch, j'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans. J'étais à Alger. Le matin, le colonel arrive, il dit voilà, on ne suit pas le putsch, on suit l'État, le gouvernement. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit si on ne suit pas le putsch, moi je n'étais pas du tout pour le putsch. Si on ne suit pas le putsch, mais on va se battre entre militaires. On va se battre entre militaires. Et il faut reconnaître aux généraux qui ont fait le putsch d'avoir compris qu'un putsch ne réussit que si vous avez toute l'armée avec vous et la gendarmerie, très importante. Et là, vous réussissez votre putsch, vous faites tomber le président. Ah, ça, c'est obligatoire. Mais si vous n'avez pas tout le monde avec vous, votre putsch ne réussit pas. Et ils ont compris ça, et les chefs ont arrêté tout de suite. C'est le seul bien que je dirais de ces généraux, à qui c'était pas ma tasse de thé bien sûr, mais au moins ils n'ont pas été au bout, parce que ça aurait été dramatique. Des militaires qui s'entretuent. Au moment de l'indépendance, avez-vous été témoin du drame des Harkis? Si oui, avez-vous eu la possibilité d'agir en leur faveur? Oui. Oui, alors quand moi j'étais au 2e séjour, j'étais avec des appelés dans un poste et j'avais seulement un groupe de mes harkis, de mes vieux, d'accord, qui étaient avec moi en plus. Parce que comme j'avais moitié petits appelés français et FSNA, je préférais avoir un peu de harkis, de mes anciens harkis avec moi, dans le poste isolé. Et quand il y a eu, évidemment, pas l'indépendance, mais la fin, et moi j'ai été envoyé à Constantine pour passer le conseil de réforme. Et quand je suis revenu, tous les harkis étaient déshabillés. On leur avait enlevé leurs armes, ils avaient été déshabillés. On leur avait demandé s'ils voulaient rester dans l'armée française. Là, tous ils ont dit oui, mais ils revenaient avec nous sans les familles. Donc ils ont refusé. Et sur mes anciens harkis, sur la trentaine que j'avais, j'ai 3 seulement qui ont été sauvés par mon capitaine. Ils ont été embarqués sur un bateau à Bougie
Et c'est le père de mon capitaine qui l'a reçu à Toulon et qui les a sauvés. Ils sont toujours vivants. C'est les 3 survivants sur mes 30. Ils ont tous été égorgés, massacrés à l'indépendance. Moi, c'est très simple, ça m'a seulement ramené 20 ans en arrière. Vu que je revenais d'Espagne en tant que réfugié, dans des camps d'entraide pour attendre une autre envoi et ainsi de suite. Ça a été malheureux, mais comme je ne les ai pas trop connus en Algérie, je ne pouvais pas trop leur dire. Mais je me revoyais encore, enfant, arriver dans des camps où on était entouré de barbelés. Ça s'est trouvé qu'au mois d'avril, j'ai fait partie de la nouvelle armée algérienne, la future armée algérienne qui s'appelait la Force locale. Et on a pris 10% de Français et 90% d'Algériens. Mais dans les Algériens, il y avait des falagas, il y avait des civils qui avaient pris la tenue militaire et des harkis que j'ai habillés, moi, pour rester dans l'armée algérienne, dans la future armée algérienne. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il y en a, je l'ai retrouvé là depuis, là, mais bon. Ils ont changé de bord quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas rester là-bas, c'est tout. Comme nous, on aurait fait, c'est pas. On se met du côté du plus fort, comment ils ont ça comme ça. À quelle date avez-vous définitivement quitté l'Algérie? Moi, j'étais déposé par l'avion le 6 mars 58 et j'ai été démobilisé le jour où j'atteignais mes 2 ans pour ne pas passer ADL. Ils m'ont donné une pension de 40% qui ne me permettait pas ou uniquement de me nourrir le midi. Mais j'étais bien content d'être à la maison. Ça s'est mal terminé. Je suis parti en 61 et toujours ma grande déception, l'armée était pratiquement divisée en 2. Quelle déception. Parce que on sentait qu'il fallait en terminer de cette guerre, n'importe comment. Il fallait en terminer. Et puis l'armée, j'ai vu l'armée divisée en 2, l'armée. Les parachutistes pour continuer la guerre, l'Algérie française, et nous, on appelait ça les appelés, mais les parachutistes aussi, il y avait des appelés. Nous, les appelés, on voulait en finir. On était d'accord pour la fin, pour la fin, pour la fin. Et on était très mal vus des Français d'Algérie sur ce sujet-là. Il fallait l'indépendance. Il n'y avait que ça. Voilà, et ça a été... Je suis parti vraiment très déçu. Très déçu de beaucoup de comportements de toutes parts. 9 ans 1962 pour retrouver ma femme. Ouais, moi, j'ai été libéré le 22 novembre ou le 23 novembre, je crois, d'Algérie. Et j'ai rentré dans le civil... 1962. 1962, oui. Et je suis rentré dans le civil le 5 décembre. C'est pour ça qu'on fête le 5 décembre. 14 juillet 1961. Avec un mois d'avance, parce que j'aurais dû revenir au bout de 28 mois, j'aurais dû revenir vers le 15 août. Donc je suis revenu le 14 juillet parce qu'on m'a donné 1 mois de permission libérable pour bonne tenue. Pendant 1 mois, en France, j'étais toujours sous la tutelle de l'armée jusqu'au 15 août. Je ne pouvais pas travailler. Je n'avais pas le droit de travailler parce que j'étais sous la tutelle de l'armée encore pendant 1 mois. C'est ce que l'usine m'a dit. Avez-vous gardé des séquelles physiques ou psychologiques de la guerre d'Algérie après votre retour en France? Psychologique, oui, évidemment, parce que j'étais vexé de la tournure et puis de mes gars qui avaient été en Algérie, quand même des appelés, tout. Et puis alors, au point de vue physique, oui, j'ai encore 2 chevrotines dans la cuisse. Je suis invalide parce que j'ai pris une rafale de PM dans le côté, côté de la colonne vertébrale, qui m'ont cassé l'os iliaque de l'autre côté. Comme j'ai été blessé en Algérie,
les séquelles ont été assez graves, hein, puisque j'ai mis 10 années, vous entendez bien, 10 années à pouvoir me tenir normalement debout. Même encore, les parties génitales sont très douloureuses parce que je ne peux pas toucher l'endroit, même à la main. Tout le monde a eu le palu là-bas, au mois de juillet 61, là-bas. Puis, j'ai un copain de la Vienne là, qui est même décédé là. Et il n'avait pas voulu se soigner aussitôt, enfin parce qu'il était beaucoup plus costaud que les autres, et puis il ne s'était pas fait soigner. Et puis pour en finir, après, quand il a attrapé le palu, ils n'ont pas pu le soigner. Hein. Alors bon, ben, par contre, toi, c'est d'avoir écrit, ça m'a quand même beaucoup... J'avais la tête comme ça, hein. C'était tout emmagasiné là. Et puis bon, ben, ça m'a débloqué. J'ai eu beaucoup de chance de passer à côté. J'ai vu 3 bombes sauter, 3 bombes. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais pas dedans. J'étais pas loin, on les a entendus. On revenait pour compter les morts, mais voilà. Alors oui, marqué, oui, on est toujours. Je vais vous dire pourquoi j'ai été marqué. Parce que pour moi, on m'a volé 2 ans. 2 ans et demi de ma jeunesse. C'est ça qui m'a marqué. Ces 2 ans que je n'aurais pas été en Algérie, j'étais, grâce au sport, c'était autre chose, quoi. J'étais sélectionné pour les Jeux Olympiques de Rome. Tout ça, ça tombait à l'eau à cause des guerres. Alors, c'est pas des séquelles de blessures. Voilà, c'est le seul truc que j'ai jamais admis, qu'on m'a fait perdre 2 ans de ma jeunesse pour une guerre coloniale. C'est ça que je peux pas admettre. On passe par des périodes très, très difficiles, quoi. Et on se demande pourquoi, parce que bon, je n'étais pas dans le sens d'être malheureux, mais ça rumine, je veux dire, ça tourne là-dedans. Alors, moi, c'est facile à dire, j'étais blessé, mais beaucoup de gens ont vu des choses qui ne l'ont pas supporté. Ils n'avaient pas l'esprit assez fort pour le supporter et qui se sont suicidés par la suite. Faites-vous partie d'une association d'anciens combattants? Oui. Pouvez-vous expliquer ce choix? Alors, je fais partie d'une association d'anciens combattants parce que la guerre d'Algérie n'a pas été reconnue comme guerre. Si bien que moi, dans les documents que j'ai, je suis blessé hors guerre. Donc je n'avais pas les mêmes droits que les anciennes guerres de 14-18, 39-45 pour les 2 grandes guerres qu'a subies la France. Et donc, de ce fait, il fallait se mettre dans une association qui a été créée, qui s'appelait la FNACA, de façon à pouvoir être nombreux pour pouvoir demander des aides. Et c'est ce qui m'a poussé à rentrer dans cette association à Châtellerault. Et en même temps, j'ai été responsable de tous ceux qui, dans notre département, ont été blessés ou malades du fait de la guerre pour pouvoir apprendre à les défendre. Quand je suis rentré en 61, juillet 61, je suis rentré, j'habitais une petite commune à côté de Poitiers, Montamisé. Et quand je suis arrivé, déjà, ils avaient monté une association d'anciens combattants, qui s'est appelée par la suite la FNACA. Et donc, ils ont dit, ben, on va créer une association d'anciens combattants que pour les anciens d'Algérie. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette association locale à Montamisé. Là, à côté, Montamisé. Voilà. Et puis j'en fais toujours partie, ça dure donc depuis 1963 ou 4 que ça s'est monté. Et actuellement, je suis secrétaire de cette association d'anciens combattants.
qui va péricliter parce que le plus jeune a 80 ans. Donc, dans 10 ans, cette association n'existera plus. Nous, à 95%, notre association, c'est que des appelés. C'est pas des militaires de carrière. C'est à 95%. Mais je suis très fier de mon association d'anciens combattants, qui a toujours défendu les droits des gamins qui ont été là-bas. L'Algérie, j'ai fait mon possible pour bien commander, pour sauver tous mes gars. En 3 ans de combat, j'ai eu qu'un seul tué. Et ça, c'est un trop. Et justement, quand on a des rassemblements avec tous ces gars que j'ai commandés, eh ben, on pleurait quand on s'est retrouvés, on pleurait. On n'arrivait pas à dire un mot. Les seuls qui parlaient, c'était les femmes. Les femmes qui grondaient ma femme parce qu'ils ne comprenaient pas que leur mari était vraiment frère avec moi, quoi, tu vois. Puisque je les avais commandés pour aller au combat où ils avaient risqué leur peau, tu vois. Alors eux, ils ne comprenaient pas qu'on s'aimait, quoi. Bah oui, mais on avait vécu ensemble et tout, c'était pour ça. Ben, je ne fais pas partie d'anciens combattants, parce que le choix, c'était vite fait. Parce que revenant d'Algérie, ben, comme j'avais fait la guerre, moi, j'ai tout de suite été dans l'association d'anciens combattants de ma commune. Puis j'ai payé une cotisation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En 67, oui. Mais, Priou, mais t'as pas fait la guerre, toi, là-bas? Vous n'avez pas fait la guerre, là-bas, en Algérie? Ah bon, j'ai pas fait la guerre? Eh bien, la cotisation, ben, elle va rester dans ma poche. Hein. Puis elle est restée dans ma poche. Ils ne l'ont plus eu. Je ne fais pas partie d'anciens combattants, je suis vraiment indépendant. Le département de la Vienne a donc décidé à un moment donné, pour ne pas oublier les morts pour la France, de me faire des recherches à l'intérieur des communes. Et ça a abouti à un consensus pour un mémorial en AFN. Alors, ce mémorial, il y a marqué mémorial AFN et non pas mort pour la France, parce que tous les noms qui sont marqués sur ce mémorial ne sont pas tous avec la mention mort pour la France attitrée. Certains ne l'ont pas encore. Alors on a marqué aux enfants de la Vienne morts en Afrique du Nord. Et ça, on est sûr, puisque les états civils que vous avez vus tout à l'heure le mentionnent. Alors, par année, nous avons marqué tous ceux que j'ai trouvés, dont le dernier remonte à maintenant en 1922. Nous en avons rajouté 16. Dans ces 16, il y avait des gens qui ont été tués après 62, c'est-à-dire par l'OAS sur place. Et il méritait, à mon avis, la mention mort pour la France de la même façon que les autres. Alors nous en sommes, au départ, nous en avions 75 et maintenant nous en sommes à 172, dont la vérification peut être faite auprès de mes journaux d'ici. Et là, grade... tout grade confondu, appelés ou engagés, ce sont ceux qui sont partis du département de la Vienne et qui sont décédés en Afrique du Nord. Alors voilà le document qu'il me fallait pour aller dans les mairies. Le procureur de la République par le tribunal de grande instance de Poitiers, vu l'article 1, vu les demandes en date du 8 février 2007, première présentée par M. Ramon Laborda, 28, c'est l'adresse d'ici, autorise donc ma date de naissance et où j'habite, hein, autorise à consulter, voyez, à consulter l'édit registre de l'état civil en rapportant à l'exécution de travaux de recensement des soldats morts en Afrique du Nord de 52 à 62.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous voir assez nombreux malgré tout auprès de ce monument. Il a été fait par l'ensemble des associations d'anciens combattants du département, de façon qu'on se souvienne surtout pas qui l'a organisé, qui l'a fait, avec qui. Tout le monde y a participé, les uns plus que les autres, mais c'est le principal, c'est que les noms soient là. Il y a déjà 172 noms. Livet Alain. Mort pour la France. Mété Jean-Claude. Mort pour la France. Morisset Rémi Armand. Mort pour la France. Dinglet Jean-Paul. Mort pour la France. Fort Guy-Louis Jean-Louis. Mort pour la France. 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 De la guerre, mort pour la France. Jacquard, André, mort pour la France. Mort pour la France. L'évêque Maurice. Mort pour la France. Four, Claude. Mort pour la France. Grenouillat, Pierre. Mort pour la France. Garillier, Armejean. Mort pour la France. Jeudi, Robert. Mort pour la France. Ah, c'est formidable, formidable, formidable. Il y a toute la liste des gamins qui ont été tués là-bas. Je vais toujours faire un petit tour au monument. Ouais, c'est bien de reconnaître. Et ça restera. On va disparaître. Notre association d'anciens combattants va disparaître aussi. Mais ce mémorial restera. C'est ça. Donc, voilà. Faut jamais oublier que vos grands-parents, et il y en a beaucoup qui y ont été quand même, il y en a beaucoup aussi qui sont morts là-bas, alors faut pas les oublier. Et puis eux, moi j'étais militaire d'actif, j'ai engagé pour rester avec eux et pour les retrouver. Mais en réalité, ils étaient contre. Tous, pratiquement tous ne voulaient pas aller en Algérie. Mais je les comprenais, c'était pour rien l'Algérie pour eux, alors que pour moi c'était mon métier, puis je devais faire avec et tout. Qu'est-ce que j'en pense hein? Bon, on a été complètement déphasés là-bas, il fallait pas faire la guerre. Quand tu arrivais là-bas, tu voyais bien quand même que tout de suite, c'était les pauvres gens qui étaient chez eux. Et puis toi, tu te ramènes avec un fusil. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait exactement comme eux. Hein. Non, c'était idiot, je vois pas les mots qu'on pouvait mettre. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait mon devoir de français, comme tous ceux qui ont eu 20 ans à mon époque, et qui ont été envoyés là où l'armée leur disait d'aller. Je trouve que c'est un véritable gâchis, parce que les 30 000 morts qu'il y a eu côté armée, mais on ne compte pas côté civil, aussi bien côté civil algérien que côté civil européen sur place.